bienvenue à ce nouveau numéro de Libre Opinion sur CML13 TV qui portera sur deux thématiques. Aujourd'hui, nous allons échanger évidemment avec vous parce que l'émission restera interactive. D'abord, ces dossiers du Sénat, vous le savez, les sénateurs se sont prononcés sur la levée des immunités de différents sénateurs, notamment l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Alors, la réponse est connue. 49 députés, sénateurs ont dit non, justement, à cette requête du procureur, mais 46 ont dit oui, sur un total de 96 sénateurs présents dans la salle qui ont participé au vote, c'est mardi. Alors finalement, on en parlera, cette histoire, c'est régé des sénateurs. Alors, que devient le poursuite du procureur? Alors, est-il un blocage déjà pour les poursuites sur notamment l'ancien Premier ministre Matata Ponyo sur le dossier Bukanga Lonzo? Il sera également question dans ces numéro du procès 100 jours. Finalement, le verdict en appel est connu. Vital Kamerhe Lwakaningini est condamné pour 13 ans de servitude pénale. Évidemment, son allié Jamal Sami est condamné à 6 ans de prison et l'autre est condamné à 1 an. Voilà comment ça se présente. Alors finalement, quel avenir pour Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et leader de l'UNC. Alors, que devient Vital Kamerhe demain sur le plan politique? On en parle avec Louis-France Kouzeki Santotila. Bonjour Louis-France. Bonjour Monsieur Jacques, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bonjour à toute l'équipe technique, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Merci de l'invitation. Voilà, nous sommes en direct, bien entendu. Alors, Patrick Lokala est avec nous. Patrick, journaliste, bonjour. Bonjour, Monsieur Jacques, Dikou, Kalonji, bonjour à Louis-France, bonjour à tous ceux qui suivent CML13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Voilà. Nous commençons par ces premiers sujets, justement, le Sénat, avec ces rejets de la levée des immunités de 2 sénateurs, parce que, s'agissant de Alexis Thambwe Mwamba, la commission sénatoriale a statué pour dire que, du fait que Thambwe Mwamba n'est pas sur place au pays, on attendra justement son retour pour examiner évidemment, statuer sur son sort. Mais ils ont examiné sur la question de 2 sénateurs, notamment Matata Ponyo Augustin, ancien Premier ministre, accusé de détournement de fonds alloués justement au grand projet de Bukanga Lonzo. Alors, Louis-France Kouzekissa, pourquoi cette attitude des sénateurs? Pourquoi cette réponse négative à la requête du procureur? Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Je voudrais rappeler à l'intention de l'opinion que cette question ne relève pas seulement d'un point de vue de Louis-France, mais relève d'une analyse aussi technique. C'est-à-dire, il faut fonder les arguments sur principalement des vecteurs importants. Il y a un vecteur politique, parce qu'un Matata Ponyo est un acteur politique et le contexte de la procédure est d'abord politique. Et il y a un aspect juridique qu'il faut évoquer parce que la matière, elle est aussi judiciaire. D'abord, sur le plan politique, tout dossier judiciaire contre un acteur politique trouve son opportunité de poursuite sur le plan politique. L'opportunité judiciaire dans un dossier politique trouve origine à une motivation politique. Parce que si Joseph Kabila était encore président aujourd'hui, ça, on n'en verrait pas. Et c'est tout de même... Il n'y aurait pas de requête de l'organe de la loi sur un sénateur proche. C'est comme aujourd'hui aussi, il y a quelques proches du président de la République qui devraient être poursuivis, mais qui ne le seront pas. Parce qu'il y a ce que vous appelez les immunités ou les privilèges de juridiction pour les personnalités. Mais il y a ce que moi j'appelle les immunités politiques ou les privilèges de juridiction politique. Ça existe. Il y a un fait. Jusqu'ici, Matata Ponyo jouit de la présomption d'innocence. À partir du moment où il n'existe pas une décision judiciaire les condamnant ou prouvant sa culpabilité.
Pas du tout. Mais le fait pour le parquet, après la Cour de cassation, demander l'autorisation de poursuite ou de levée des immunités, je voulais dire, du sénateur Matata Pognon, nous avons un contexte précis. C'est un dossier Boukan Alonso. Mais la question que les gens se posent, pourquoi les sénateurs, certains sénateurs ont refusé, alors qu'aujourd'hui on sait... Justement, c'est ça la alors qu'on question. sait que Pourquoi c'est non? à 92% des sénateurs sont à l'union sacrée. Ça, il faut, c'est un fait. Aujourd'hui, l'union sacrée, c'est comme cela a été la majorité présidentielle hier. Il suffit que l'autorité morale décide pour ou contre de la chose, vous êtes sacrifié. Mais aujourd'hui, on a vu une division du Sénat de l'union sacrée. C'est une problématique réelle à soulever à la population. D'abord, le jeu politique. Matata Pognon, aujourd'hui, n'est pas aussi moindre sur le plan politique. Est-ce qu'il y avait une influence? Parce qu'aujourd'hui, avec nos parlements, à 90%, les réactions sont financières. À 90%. Si vous voyez les sénateurs ou les députés trouver un engouement sur un fait, à 90%, ça doit être une affaire d'argent. Je ne dis pas que Matata Pognon a corrompu, mais je dis à 90%. Mais pour que ça soit sérieux, il faut que les sénateurs arrivent à dire au peuple, est-ce que, en tant que parlementaires, parce qu'ils ont aussi la mission de contrôler, il ressort quand même quelques indices sérieux de culpabilité dans les chefs de Matata Pognon. Parce que pour qu'on arrive à lever l'immunité parlementaire d'un député ou d'un sénateur, il faut qu'en intime conviction, les sénateurs eux-mêmes arrivent à constater cette culpabilité ou ces indices sérieux de culpabilité dans le chef de leurs collègues. Mais est-ce que les sénateurs l'ont constaté? J'ai dit oui. Pourquoi on dit oui? Pas dans les chefs de Matata Pognon, c'est dans l'objectif de voir clair dans le dossier Boukan Alonso. Monsieur Jacques, Boukan Alonso a été financé par l'argent du peuple congolais. C'est un fait. Boukan Alonso a été financé par le gouvernement congolais. Si ce n'est pas Matata Pognon, c'est Kabila. Si ce n'est pas Kabila, c'est l'ancien ministre de l'Agriculture. Si ce n'est pas le ministre de l'Agriculture, c'est ce scénario-là. Parce que pourquoi on invite les gens à la justice? Ce n'est pas pour vous arrêter. C'est pour que vous puissiez venir expliquer pourquoi vous l'avez été et pourquoi vous l'avez fait comme ça. Mais aujourd'hui qu'il y a un blocage, je voulais terminer par là, j'ai toujours suggéré un élément important. Que moi, à mon avis, je lutterai quand le Seigneur voudra que j'exerce le plus haute fonction de la République. Il n'y aura plus de levée des immunités, il n'y aura plus de privilèges de juridiction. Parce qu'il y a une contradiction juridique. Je la pose. La Constitution dit tout Congolais jouit de mêmes droits et libertés et l'égalité devant la loi. On ne dit pas qu'il y a des politiciens qui doivent jouir de l'illégalité vis-à-vis des autres citoyens. Non, on parle de la légalité. Mais il y a un blocage au niveau des poursuites lorsqu'il s'agit de certains individus que le peuple a donné le pouvoir. Parce que le peuple, lui, est comme les papes à l'église catholique, comme les dieux à l'église Laborne chez moi. Vous constaterez que quand le peuple, lui, on a besoin de lui, on le prend comme un cochon. Mais le peuple a donné le pouvoir à un individu. Pour l'avoir, il faut une autorisation. Alors, vous estimez qu'il n'y a pas égalité de tous? Il n'y a pas d'égalité de justice. Moi, j'aurais voulu que cette affaire soit élaguée, que réellement tout Congolais soit égal. Voilà. Ça, c'est une proposition. Voilà. Mais à ce stade ici, il faut que les sénateurs facilitent cette poursuite. Pas pour arrêter Matata Pognon. C'est pour que nous puissions voir clair, non seulement au dossier Boukan Alonso, mais aux autres dossiers que nous allons évoquer tout à l'heure. Merci Louis-France. De toute façon, ils ont déjà répondu au procureur, à l'organe de la loi. Mais ils ont dit non, 49 contre 46. Donc la réponse est connue. Patrick Lokala, peut-on appeler ça une solidarité dans les mal? Exactement, je vais chuter par ça. Moi, j'ai appelé ça l'instinct de solidarité dictée par un protectionnisme exagéré. Je vais chuter par ces principes-là, mais je voudrais tout de suite partir de là où les co-débatteurs Louis-France a épinglé quand même quelques problématiques. Il s'agit là de l'argent du peuple congolais qui a été décaissé. À peu près, on parlerait de 285 millions
de dollars américains. Selon les rapports, c'est seulement 80 millions qui ont été investis dans les parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Et des enquêtes ont été menées par l'IGF, lesquelles enquêtes ont été présentées non seulement au président de la République, parce que l'IGF dépend directement de la présidence, mais aussi au niveau des instances judiciaires. C'est comme ça, nous les rappelons, que le procureur a saisi le Sénat pour obtenir la levée des immunités et poursuivre Matata Ponyo. En réalité, si les sénateurs travaillaient pour l'intérêt de la République, parce que des fonds de l'État ont été décaissés, mais nous nous rendons compte que ces fonds ont été détournés. Et si on avait un Sénat qui travaille pour la République, on aurait dû faciliter à la justice de faire correctement son travail. Faciliter à la justice de faire correctement son travail, c'est accorder l'autorisation de poursuite, ce qu'on a appelé la levée des immunités. Mais ils ne l'ont pas fait. Ceci, au plan sociologique, jette déjà un discrédit sur le Sénat qui est censé travailler pour l'intérêt de la République. Alors, et je vous rappelle, attendez. Une petite question, Patrick, pour recadrer les choses. Voilà. Est-ce qu'en bien suivre ces dossiers, lors de son arrivée, Matata Ponyo avait affirmé, parce qu'il revenait de l'étranger, il a dit « Je suis venu pour affronter la justice ». Et maintenant que le Sénat dit non aux poursuites du procureur, est-ce que Matata Ponyo, en tant qu'individu, peut-il contourner cette décision, individuellement aller affronter cette justice? Si. De lui-même, ne serait-ce que pour raison de vérité. Si, parce que vous m'avez posé la question, j'arrête d'abord la première analyse, je vais y revenir pour éclairer la lanterne de l'opinion. Oui, Matata Ponyo peut le faire, mais il est tombé dans les contradictions personnelles. Il a dit qu'il avait écourté son séjour au niveau de l'étranger pour venir affronter la justice, mais une fois arrivé au pays, il a changé d'avis. Il a traité la même justice d'être politiquement instrumentalisée. Vous trouvez deux points de vue d'un seul individu autour d'un sujet, ça signifie incohérence totale de la part de Matata Ponyo. Si il était sincère et honnête lorsqu'il a dit qu'il venait pour affronter la justice, et que nous savons aujourd'hui que le Sénat a rejeté la demande de levée des immunités, et que lui-même, au cours de plénière, nous avons eu des sources sûres, il avait aussi sollicité la demande de rejet. S'il était honnête et qu'il était cohérent, logique dans sa démarche, à ce moment-ci, il pourrait procéder à la démission de ses fonctions de sénateur. À ce moment, il devient un citoyen ordinaire et la justice peut maintenant l'inviter pour qu'il lui présente ses moyens de faire. Parce que quoi qu'on dise, la levée des immunités est rejetée. L'autorisation de poursuite n'a pas été accordée. Mais les suspicions légitimes pèsent sur Matata Ponyo. Il n'a pas été lavé au niveau de la clameur publique. Je voudrais y revenir très rapidement, M. Jacques, et permettez-moi en quelques secondes. Rapidement. Je le disais. Je sollicite au niveau, beaucoup plus de concision. D'accord. Au niveau sociologique, Louis Français l'a dit, qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour de l'argent avant la levée des immunités. Nous savons tous, je disais, que le Sénat a donné l'impression de ne pas vouloir travailler pour l'intérêt du peuple. Et il y a des faits au niveau sociologique qui prouvent qu'il y a un problème de crédibilité par rapport à l'image que dégage le Sénat. L'IGF avait à l'époque déclaré que le Sénat est devenu un lieu où se trouvent les détourneurs de la République. La toile s'est afflammée, les sénateurs se sont afflammés, mais ils ont eu une occasion de prouver à l'IGF qu'ils ne sont pas là pour garder justement des personnes qui sont citées dans les détournements. Ça, c'est un fait. Un autre fait, M. Jacques, n'oublions pas les choses très rapidement. Au début de la législature, nous savons tous que les élections des sénateurs étaient émaillées de beaucoup d'irrégularités et même beaucoup de corruption. Le chef de l'État lui-même à l'époque avait ordonné la suspension du Sénat pour des faits de corruption qui étaient décriés par rapport aux élections des sénateurs. Et avoir aujourd'hui le Sénat rejeté la levée des immunités, c'est qui constitue un blocage pour la justice de faire correctement son travail. On peut dire que ce Sénat n'a plus de crédibilité. Pour chuter, par la question d'instinct de solidarité, la plupart des sénateurs, des personnes qui se trouvent aujourd'hui au Sénat, ont géré la chose publique par le passé. Et
nombreux d'entre eux étaient trempés dans les affaires des détournements. C'est comme ça qu'ils se sont précipités à corrompre certains députés provinciaux pour devenir sénateurs et bénéficier justement de ces immunités parlementaires auxquelles Louis-France est opposé. Et maintenant, on doit devoir le dire entre guillemets. Non, moi je le dis parce qu'on a suspendu le Sénat pour corruption. On a suspendu l'installation du Sénat à l'époque pour corruption. C'est pourquoi je le dis avec beaucoup de sérieux. Alors, vous voyez, lorsque ces personnes se sont précipitées à devenir sénateurs avec justement l'intention de bénéficier de ces privilèges de juridiction qu'on appelle les immunités, que Louis-France est en train de fustiger et de vouloir supprimer au cas où il serait la personne attitrée dans les jours à venir, c'est pour se protéger. C'est comme ça que vous avez vu, peu importe le mot d'ordre qui aurait été donné par le chef de l'État, qui a dit lors de sa rencontre avec les sénateurs qu'il ne faut pas se constituer un obstacle au travail de la justice. Et vous avez vu, il y a des faits que je relève, la présence des Kabounda, comme pour superviser la majorité. Merci. Attendez, je chute. C'est très important. En demi-mot, vous avez vu la présence des Kabounda qui étaient venus pour superviser. Et les sénateurs n'ont pas répondu par rapport à la majorité, mais ces sénateurs ont répondu par rapport à Matata Ponyo. Parce que derrière Matata Ponyo, qui est cité dans l'affaire de Boukangalonzo, se trouveraient d'autres sénateurs qui seraient dans le même cas. Livrer Matata Ponyo serait ouvrir la voie à la justice de poursuivre les restes des sénateurs. C'est comme ça que l'instinct de solidarité a fait qu'ils se sont protégés entre eux à travers Matata Ponyo. Je compte sur votre discipline et votre concision. Voilà. Alors, Louis-France Kouzekissa, revenons justement sur ce que Patrick vient de dire. Peut-on considérer que le sénateur aurait trahi le président de la République, du moins le 85, qui ont été reçus dernièrement par le président, en commençant par Bahati Lukwebo, leur président. Nous avons tous suivi le président de la République qui a parlé justement. En réalité, ce fut un mot d'ordre. Mais ont-ils désobéi à l'autorité morale, s'il faut l'appeler ainsi? Ont-ils désobéi au président, à l'initiateur de l'Union sacrée? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle interprétation faire justement? Mais c'est déjà qu'il y a un désordre institutionnel qui s'est installé, d'abord dans les têtes des Congolais et dans les têtes des animateurs d'institutions. Je voudrais d'abord corriger deux choses, un petit correctif, c'est que Matata Ponyo ne peut pas se rendre devant la justice tout en jouissant des immunités parlementaires. C'est une entorse non seulement à la Constitution, mais aussi au règlement intérieur du Sénat. C'est quoi les immunités? C'est cette protection juridique que la loi a dotée à chaque parlementaire, et la même loi a prévu des mécanismes de poursuite pour celui qui jouit de ces immunités parlementaires. Et vous ne pouvez aller devant la justice. C'est comme, je voulais faire une petite illustration. C'est comme quand vous voulez vous laver. Vous ne pouvez pas vous laver en veste. Vous allez dans votre salle de bain, vous allez en veste, ceux qui vous voient vous prennent pour des fous. Une sorte de couverture. C'est-à-dire que vous devez enlever, vous déshabiller. On ne peut pas opérer quelqu'un avec les habits. Vous ne pouvez pas aller à l'hôpital vous faire opérer avec les habits. C'est ça l'illustration juridique. C'est-à-dire que avant que vous ne soyez, sauf il y a une exception de droit, c'est qu'on appelle la procédure de flagrance. Cette procédure de flagrance est la seule exception qui a mis à la disposition de la justice d'être poursuivis sans immunité tous les parlementaires. Mais ça, c'était une précision. Je reviens à dire ce que j'ai appelé, moi, la confusion institutionnelle et cette désordre qui s'est installé. Quand le chef de l'État reçoit les parlementaires, il le reçoit comme qui? Parce que le pont, on appelle la coopération interinstitutionnelle, qui se fait entre institutions, c'est d'abord à travers les animateurs et à travers les correspondances. La loi, la Constitution a prévu le mode de coopération entre le gouvernement et les parlements et entre les parlements et les gouvernements. Dans ces modes de coopération, le président est exclu. Il faut qu'on se comprenne. Il faut que les gens aient la culture de lire. Quand les gens chantent tous les jours ici, le président n'est pas redevable au Parlement. Mais quand le président reçoit les parlementaires, il les reçoit pourquoi? Donc c'est ridicule, M. Jacques. On utilise les concepts de droit pour se protéger quand ça va en votre défaveur.
Quand il faut rendre compte du bilan de la gestion, on dit le président ne peut pas. Quand il faut dire comment le gouvernement gère l'État, on dit c'est le gouvernement qui doit aller, ce n'est pas le chef de l'État. Mais c'est quand il faut donner les mots d'ordre parlementaires, c'est le président qui les reçoit. Ou qui le reçoit. Je ne comprends pas ces mécanismes de fonctionnalité, vient de quelle magie juridique. Mais là n'est pas le problème. Est-ce qu'ils ont trahi l'initiateur? D'abord, le président exerce quelle fonction au sein de cette majorité parlementaire? Et c'est quoi cette majorité? En fait, le problème, c'est là. Quelle est la famille politique qui a la majorité parlementaire aujourd'hui pour écouter les mots d'ordre du président de la République? Parce que je souffre de comprendre, mais je ne comprends pas. La majorité parlementaire doit être organisée dans une structure, c'est-à-dire dans une structure officiellement reconnue et légalement établie. Et cette majorité parlementaire dont le président n'y est pas, parce qu'au terme des élections de 2018, il a été dit que le président a été élu minoritaire. C'est même ça la raison de la nomination du Premier ministre dans une famille politique contraire à celle du président de la République. Donc, c'était un aveu pour le président de la République de croire qu'il n'était pas majoritaire au Parlement. Il a enfin nommé un autre Premier ministre dans une autre famille politique. Mais aujourd'hui, quand on nous dit qu'il a reçu les députés les majoritaires au Parlement, ou la majorité parlementaire, 85 sénateurs, il ne le reçoit parce que lui est redevenu majoritaire au Parlement où il y a eu une nouvelle élection qui a été organisée pour qu'il devienne majoritaire. C'est ça le problème au Congo. C'est un autre effet qu'on va oublier. Troisième problématique. Le chef de l'État, c'est quand même une honte. J'ai entendu, j'ai suivi dans le média, certains membres de la famille politique du président dire que le chef de l'État avait donné mot d'ordre. Non, c'est grave. Le chef de l'État n'a pas le pouvoir de donner mot d'ordre parlementaire, de lever les immunités ou non. Parce que, le Parlement jouit du principe de l'indépendance fonctionnelle sur le plan de droit. Il faut que ça soit noté. C'est définitif. Sur le plan fonctionnel, le Parlement ne peut pas recevoir des injonctions des autres institutions. Principe de l'indépendance. Et il y a une séparation assouplie sur le plan organique et institutionnel. Je ne sais pas si on va organiser des séances de remise à niveau pour les acteurs politiques au Congo, pour que nous puissions revenir dans les normes. Alors, Monsieur Jacques, je termine. Vous chutez par là, oui. Je ne le ferai pas comme le fait mon co-débatteur, mais moi je vais quand même assouplir les mécanismes pour vous mettre à l'aise. C'est effectivement la chute. C'est que le président de la République doit laisser le Parlement jouir de son indépendance. Et il ne peut pas inciter les parlementaires. Parce que si le Sénat est sincère, les Sénats et les députés, les sénateurs et les députés, s'ils sont sincères, ils doivent aussi revenir. Vous savez, je termine par là le cas du ministre de la Santé à l'époque, jouissant de privilèges de juridiction. Eteni Longondo. Eteni Longondo, dont on avait sollicité par la même procédure, mais ça n'avait jamais été fait. Comme il y a eu des précédents, considérons ça comme des cas jurisprudentiels. Aujourd'hui, les cas Matata ne m'étonnent pas, mais seulement, j'insiste, le fait de dire que nous voulons voir clair, non seulement dans le dossier Matata, mais aussi et surtout dans l'ensemble de la gestion de l'État. Même l'actuel régime a des dossiers dont le procureur a demandé de lever des immunités, des autorisations de poursuite de certains dirigeants, que ça n'a jamais été fait. Et cette égalité que nous prenons doit être une égalité non sélective, mais une égalité généralisée. Alors, merci. Louis-France, Patrick Lokala, peut-être que nous allons terminer sur ces points. Alors, finalement, que deviennent les poursuites de l'organe de la loi? Que deviennent justement tous les soupçons qui pèseraient sur Matata Pognon? On peut dire que l'affaire Boukangalonzo, mais c'est fini, on a perdu une piste Matata Pognon. Oui, je vais partir d'un principe de droit, même si je fais remarquer que je ne suis pas juriste. Je pars du principe, je crois, Louis-France, et il y reviendra largement pour s'étendre les dents, pour que nos téléspectateurs comprennent quelque chose, de la cristallisation des faits en droit. L'effet infractionnel reste établi à partir de la commission des faits. À partir du moment où il y a eu des fonds de l'État qui ont été détournés et que IGF a fait un rapport
non seulement au chef de l'État, mais aussi aux instances judiciaires. Et que les instances judiciaires, ici, à travers la Cour de cassation, le procureur, près la Cour de cassation, a fait un réquisitoire. C'est-à-dire que les faits infractionnels sont déjà établis au niveau de la justice. Il existerait des indices Et selon même si au plan politique, il y a un blocage. Aujourd'hui, la levée des immunités a été rejetée, mais les infractions restent. Les dossiers restent. J'ai même échangé avec un juriste qui m'a dit que les dossiers au niveau de la justice, tant qu'il n'est pas classé sans suite, il ne périt jamais. Donc, dossier pour la quartier. Le rendez-vous, c'est peu après le mandat. Peu importe la durée, Après le mandat temps, parlementaire. même 10 ans après, je suis allé même plus loin, même s'il mourait un jour, on va toujours faire un procès Boukangalonzo, et que s'il s'avérait à l'issue de ce procès qu'il a une irresponsabilité, il serait toujours condamné. Donc, ça ne sert à rien de bloquer la justice, parce que si vous bloquez aujourd'hui, demain après-demain, vous n'aurez plus des immunités parlementaires, et à ce moment-là, on mettra la main sur vous. Et je voudrais revenir très rapidement sur un élément. Alors, vous terminez par là pour évoquer le deuxième sujet. Oui, je termine par là pour compléter Louis-France. En dehors de la flagrance, nous avons évoqué avec vous ici qu'au cas où le sénateur voulait faciliter le travail de la justice, il peut procéder par une démission. Il va perdre sa qualité de sénateur. À ce moment-là, il n'aura plus d'immunité et il peut se présenter de bonne foi devant la justice pour tout simplement laver son image qui est ternie parce qu'il y a des suspicions légitimes qui pèsent sur lui. Pour finir par rapport à ces dossiers, ceci démontre c'est en quoi tourne la majorité de l'Union sacrée. Il y a des gens qui sont venus à l'Union sacrée, pas parce qu'ils étaient convaincus de la vision, mais il y a des gens qui étaient venus pour chercher les postes. Vous avez vu, après la sortie du gouvernement, il y a eu des mécontentements, des déclarations. Il y a d'autres personnes qui étaient venues pour chercher la protection. Et lorsque il y a des enjeux politiques, c'est à ce moment-là que nous allons savoir identifier réellement les velléités de cette majorité. Pour les cas Matata, vous avez vu, ce n'est pas cette majorité qui a parlé parce qu'un mot d'ordre a été donné au plan politique, même si au niveau du droit, Louis-France en a démontré le contraire, mais un mot d'ordre aurait été donné de quelque part, mais ce mot d'ordre n'a pas été respecté tout simplement parce qu'il y a un autre intérêt, c'est lui de la protection qui a servi les sénateurs, les personnes qui voulaient avoir cette protection de devenir sénateur et de se cacher derrière les immunités. Et l'instinct de protection a fait qu'on ne peut pas livrer Matata, je l'ai dit, parce que si nous le livrons, on ouvre la porte, la boîte à Pandore, et à ce moment-là, ça sera, pour cette thèse ça sera de fil protectionnisme. Voilà, le protectionnisme exagéré qui se cacherait derrière les immunités parlementaires pour fuir en fait la justice. Voilà, c'est bien retenu. Alors, Voilà. Louis-France, en 10 secondes, quelle image du Sénat aujourd'hui, la Chambre des sages, ici en République démocratique du Congo, après justement cet acte? Qu'en est-il finalement en 10 secondes sur l'image même de la Chambre haute, cette chambre réputée des sages? Merci beaucoup. En présentant des excuses tout de même, mais la question m'est posée, je ne l'avais pas répondu. Je ne sais pas, les 10 secondes me sont accordées en vertu de quoi? Pour chuter, vous résumez carrément. Contrairement aux 3 minutes accordées à mon co-débatteur. Là n'est pas le problème. Il a évoqué, je vais donner la forme, ce qu'il a dit, le principe de l'imprescriptibilité de faits infractionnels en droit répressif. C'est très important ce qu'il a évoqué. Nous voulons juste habiller. C'est qu'aujourd'hui, il y a des infractions imprescriptibles. Dans un État démocratique tel que des détournements, des morts d'hommes, des violations des droits de l'homme, c'est des infractions qui sont poursuivables jusqu'à la mort. Mais en posant la question sur l'image, je pose aussi une question. D'abord, le Sénat a été voté sur base de quelle image? Parce qu'avant de vouloir prétendre donner une bonne image, vous devez être vous-même détenteur d'une bonne image. Si vous ne détenez pas la bonne image, comment vous allez traduire la bonne image? Parce que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Un Sénat élu sur base de la corruption. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous avez des dossiers de contentieux, parce que moi je ne me verse pas dans la légèreté d'affirmer des choses. Lors des élections sénatoriales en 2019. En 2019, vous en connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Moi, à mon avis, j'avais dit que nous n'avons plus un parlement au Congo. Parce que ces deux chambres qui constituent le Parlement
sont l'émanation de la crédibilité politique d'un État. Pour chaque État au monde, la crédibilité commence par la légifération. Parce que la loi est soumise au principe de l'impersonnification, le principe de la crédibilité, le principe de la moralité. Et donc, les parlementaires eux-mêmes doivent être élus dans un contexte de crédibilité. Mais si nous voulons demander plus au Sénat, nous devons d'abord supprimer le Sénat, reprendre les élections pour avoir les sénateurs crédibles. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a corrompu, si on vient les corrompre, il ne refusera pas. C'est ça la vérité, qu'on le veuille ou pas, je sais qu'on peut mal prendre ça, mais moi mon problème n'est pas de satisfaire les individus, c'est ça la vérité que le peuple congolais doit retenir, c'est que l'image du Sénat est mal partie du fait des élections corrompues. Ça c'est un fait. Mais je termine. Si aujourd'hui on refuse de voter le réquisitoire du procureur sur la levée des immunités de Matata, nous avons deux types de cas jurisprudentiels en droit. Nous avons le cas jurisprudentiel positif et le jurisprudence négative. Le jurisprudence positive sont celles qui sont soumises ou qui se conforment à la loi. Le jurisprudence négative sont celles qui ne se conforment pas à la loi. Et à 90% des jurisprudences négatives sont des jurisprudences politiques. Dis-moi un peu, que dira un autre sénateur dont on votera la levée des immunités en dehors de Matata? Qui l'acceptera? Évidemment, il y a le dossier Alexis Thambwe Mwamba on dira, il y a un autre cas jurisprudentiel. On dira non, moi aussi je ne peux pas parce que Matata, Thambwe Mwamba, tous sont les... C'est ça maintenant l'état que nous sommes en train de bâtir, l'état de jurisprudence négative. Mais le problème, là je voulais souffler parce que c'est qu'ils ne le savent pas, le problème réside au niveau de la déchirure de la classe politique. Parce que tous les sénateurs ne sont pas redevables au président de la République. Politiquement. Il faut qu'on le sache. Le président peut prétendre les approcher, les donner les mots d'ordre, les accepter. Mais il faut comprendre qu'à l'époque de Kabila, le Sénat changeait le jeu en plein match. Parce que tous les sénateurs étaient redevables à un chef, à une autorité morale. Une sorte de discipline. Mais ici, déjà, je vous dis qu'après les élections de 2023, je ne vois pas un sénateur du FCC derrière le président Tshisekedi. Je ne vois pas un sénateur de l'Union sacrée derrière le président Tshisekedi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'amitié ontologique en relations internationales. Les gens se sont unis pour un objectif commun. Vous pouvez être ennemi, mais vous décidez d'être amis pour combattre un ennemi commun. Il y a eu des frustrés du FCC. Il y a eu les mécontents du FCC qui se sont alliés aux adversaires du FCC qui étaient les Cash pour combattre le FCC. Et en ce moment-là, après les combats, si on ne trouve pas gain de cause, non seulement la politique de la corruption ne paye pas, mais le corrompu lui-même ne fait pas long feu. Par conséquent, on s'est dit, c'est que je suis venu chercher à l'Union sacrée. Mon co-débatteur Patrick Lokala l'a dit suffisamment. Je ne l'ai pas obtenu. Je dois, parce que c'est un problème de redevabilité. Mais les problèmes, je termine par là, vous m'excusez, M. Jacques, parce que les 10 secondes veulent suffire. Le président a reçu les sénateurs. J'ai fustigé les statuts juridiques que le président a usé pour donner l'injonction aux sénateurs. J'ai fustigé, mais c'est un fait politique. On va rester dans l'analyse politique, qui va au-delà du droit d'ailleurs. Il dit aux sénateurs, s'il les avait dit que vous devez voter pour la levée des immunités de Matata, et qu'ils ne l'ont pas fait, qu'est-ce que ça fait? Ça marque un autobus dans le camp du président de la République. Et en ce moment-là, le président doit constater... La non-maîtrise de ses troupes. Non, mais le président ne peut pas maîtriser les gens qui ne sont pas redevables à lui. La moindre chose à faire au président, c'est de se concentrer à la gestion de l'État. Parce que la politique de mot d'ordre, quand elle se détourne contre vous-même, ça va très mal. Les troupes commencent à se détourner, commencent à se rebeller dans le propre camp. Merci. Donc, je souhaiterais, je clôture, que le sénateur, s'ils veulent voter la levée des immunités de Matata, les fasse en intime conviction. S'ils ne le veulent pas, qu'ils le fassent aussi en intime conviction et qu'ils ne le fassent pas sous pression. Merci. Au risque de ternir l'image de la voilà, République. la série continue, d'autant plus que les sénateurs attendent le retour de Alexis Thambwe Mwamba, l'ancien président de cette chambre haute
évidemment accompagné de son questeur. Ils seront là, encore une fois, face à la commission. Évidemment, ça sera le même exercice et on verra ce que sera les résultats justement de ces votes sur la levée de leurs humilités. Alors passons à un autre sujet, et c'est justement le procès 100 jours en appel. Vous le savez déjà et c'est connu, Vital Kamerhe est condamné en appel à 13 ans de prison et Jamal également à 6 ans de prison. Alors finalement, nous voulons comprendre que devient Vital Kamerhe, quel avenir politique pour ces leaders de l'UNC, ses compagnons de Félix Tshisekedi au pouvoir dans le cadre de CASH. Et voilà, Vital Kamerhe, vous le savez, a été condamné au premier degré à 20 ans de prison. Il est toujours incarcéré à la prison centrale de Makala. Alors, Patrick Lokala, c'est vrai, Vital Kamerhe a été condamné à la première instance à 20 ans. Et maintenant, on enlève 7 ans, ça fait 13 pratiquement. Qu'est-ce qui expliquerait justement ces reculs en termes de peine? Oui, ce qui peut expliquer le recul en termes de peine, c'est que les juges du second degré ont estimé que la peine était très lourde et elle n'était pas proportionnelle aux faits reprochés à Vital Kamerhe. C'est pourquoi ils ont tout simplement revu la peine à la baisse. On parlerait du côté de Kamerhe, même si certains ne veulent pas l'accepter, d'une toute petite victoire. Parce que d'un côté, au niveau du premier degré, il était condamné à 20 ans, comme vous l'avez rappelé, mais maintenant... Il a bien négocié l'allègement de sa peine. Oui, oui, exactement, ce qui fait une toute petite victoire au niveau des instances judiciaires. Et cela, je l'avais dit ailleurs, donnerait aussi raison à ceux qui peuvent penser que s'il y aurait encore une autre possibilité pour Vital Kamerhe d'aller en appel, à ce moment, on n'hésiterait pas de dire qu'on finirait toujours par, encore une fois, réduire les choses. Mais je ne sais pas, je ne suis pas juriste. Pour lui, au niveau des instances judiciaires, je crois que peu importe 20, 13, au niveau politique, il est en train de perdre déjà avec cette condamnation, avec son âge. Il est avancé en âge et aujourd'hui condamné à 13 ans de prison. Il vient de passer une année, il reste 12 ans. Et je vois très mal Kamerhe purger sa peine, 12 ans après, revenir et se faire une santé politique, même si son parti politique continue de fonctionner normalement. J'ai comme l'impression que les carottes sont cuites pour Vital Kamerhe, même si nous sommes dans un pays de toutes les surprises. Nous le savons bien, on a vu dans ces pays des personnes condamnées pour viol, des personnes condamnées pour détournement, des personnes condamnées pour des infractions imprescriptibles, comme vous l'avez vu, des personnes qui ont été aussi condamnées pour avoir porté atteinte à la sûreté de l'État, être relaxées ou être lavées par les ordonnances du président de la République. Et comme on sait qu'au niveau politique, il y a toujours des dialogues qui se feront à la veille des élections de 2023, et si dialogue il y a, je crois que des préalables seront posés au niveau de son parti pour obtenir justement sa libération. Mais tout, je ne le dis pas avec précision, mais ce sont des hypothèses qui ne sont pas écartées parce qu'en politique, tout peut arriver, surtout qu'on est dans un pays en voie de démocratisation, un pays qui peine à mettre en place un état de droit. Alors justement, Louis-France, Patrick l'a évoqué. Est-ce qu'on peut dire que le sort Kamerhe est scellé sur le plan judiciaire, mais il existerait peut-être des fenêtres sur le plan, sur le terrain politique? Bon, pas sur le terrain politique, mais sur le terrain juridique, effectivement. Parce qu'une condamnation judiciaire a aussi ses opposés. C'est-à-dire que demain, il y a des mesures de grâce qui peuvent venir. Il y a des amnisties. Ce sont des mécanismes juridiques qui ne sont pas politiques. Mais j'ai des craintes légitimes. Je vais les dire, je vais donner mon opinion. Parce que nous sommes à la libre opinion. Exactement. Qu'est-ce qui a été reproché à Kamerhe? N'est pas un viol, n'est pas un cause de blessure volontaire. Parce que ce sont des infractions qui se commettent à titre individuel qu'on appelle des infractions individuelles. Mais dans la catégorisation, la classification des infractions, il y a les infractions collectives. Kamerhe a été reproché des faits collectifs
C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui est allé prendre l'argent, mais on a remarqué le détournement dans le circuit de l'argent, de la circulation de l'argent. Mais s'il y a des gens à reprocher, on nous établit d'abord la chaîne de responsabilité pénale. On nous dit qu'il y a les accusés, il y a l'auteur qui peut être Vital Kamerhe et dont le droit est défini comme quelqu'un ayant posé les actes directement ou indirectement, c'est-à-dire posé directement ou indirectement un fait infractionnel. Il y a les co-auteurs, comme nous parlons du circuit d'argent, il y a les co-auteurs. Les co-auteurs est celui qui a participé. Nous sommes là au niveau de la participation de l'acte infractionnel. Et enfin, il y a les complices. Les complices sont ceux qui ont vu, qui ont assisté, ou qui ont vu les faits infractionnels se commettre sans en dénoncer. Nous sommes là dans un circuit. Ça quitte chez Patrick, ça va chez moi, ça arrive chez toi. Si chez Patrick c'était arrivé 10 000, chez toi ça arrive 15 000, 8 000, chez moi ça arrive 5 000. On doit tous nous entendre pour savoir pourquoi ça quittait 10 000, ça arrive, ça atteint 7 000. Et les 3 000 sont allés où? Mais on ne peut pas venir arrêter Jacques et laisser Patrick et Louis-France. C'est ça la démonstration, la magie judiciaire. Et s'il y avait des gens à reprocher, j'ai suivi Vital Kamerhe, j'étais sur YouTube, je suivais encore cette vidéo. Même s'il l'était, mais il y a eu des complices. Les complices ont joui d'une mesure de grâce. Signée par le président de la République, les graciants. Mais écoutez, l'acte politique posé par le président de la République a eu une motivation. Quelle est cette motivation-là? D'isoler les co-accusés, de sacrifier l'auteur. Pourquoi? La motivation. J'ai toujours cherché la motivation, je ne l'ai jamais trouvée. Deuxième chose, si Kamerhe aujourd'hui est condamné à 13 ans, c'est comme si, moi je ne suis pas de l'UNC, je n'ai jamais rencontré Kamerhe, je n'en ai pas besoin de le rencontrer. Honnêtement, il faut que ça soit dit. Mais c'est comme si le projet 100 jours, c'est Kamerhe lui-même qui a conçu, qui a eu les fonds, qui a financé et qui a récolté. Donc il était le seul acteur dans les programmes 100 jours. Donc une sorte d'injustice. Mais alors que moi j'avais besoin qu'on invite le président de la République. Parce que toutes les fois Kamerhe le disait, j'ai agi au nom du président. Je le faisais au nom du président. Je le fais, c'est le principe de la compétence exclusive. Quand vous posez les actes, vous devez en avoir droit et qualité. Et si celui qui agit au nom de quelqu'un est interpellé, pourquoi celui au nom de qui il agissait ne peut pas venir nous dire qu'il agissait effectivement en son nom? Pour des raisons de renseignement. Et donc, le dossier Kamerhe est un dossier politique. Je ne voudrais pas commenter, beaucoup plus commenter dessus. Sur le plan international, sur le plan de l'histoire générale internationale, sur le plan du droit international, sur le plan des relations internationales, je n'ai jamais entendu, ça c'est ma parole d'honneur, je ne connais pas un cas jurisprudentiel d'un directeur de cabinet du président de la République être arrêté sans consentement du président lui-même. Ça n'existe pas. Et le jour où le président de la République le voudra, Kamerhe sortira même en dehors de la justice. Vous pensez qu'il a été sacrifié? Je ne dis pas ça, mais j'ai dit que je ne connais pas un cas jurisprudentiel. D'abord en Afrique. Les contextes politiques de l'élection de 2018, vous le savez, Jacques Kalonji. Vital Kamerhe était allié du président parce qu'il ne l'a pas eu directeur de cabinet par consentement, c'est par alliance politique. Mais je ne vois pas un allié de taille, un ami fidèle, un compagnon de lutte du président être poursuivi vraiment si pour des raisons d'état de droit, on verrait Etienne Longondo aussi arrêté. On verrait les coordonnateurs de la lutte contre la corruption à la présidence être arrêtés. Merci. On verrait, si c'est au nom de l'état de droit, on verrait les auteurs des actes attentatoires, ce que nous appelons les actes de Kingabwa, être poursuivis. Merci, on verrait mouiller un bénéfice que pour des raisons de renseignement. Merci. Donc Kamerhe, son arrestation, je ne vois pas l'état de droit dedans. Je vois juste
une question Merci. politique et le jour où elle sera réglée, je crois Alors, qu'il sera libre à tout moment. nous rappelons d'ailleurs qu'à l'instant même, nos reporters sont sur terrain parce qu'ils assisteraient à un point de presse du parti de Kamere, l'UNC, au siège même de Kinshasa, ici à Barumbu. Donc voilà comment ça se présente la situation. Alors Patrick Lokala, parlons de l'avenir de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe serait-il sur le trace de Jean-Pierre Bemba par exemple, incarcéré 10 ans. Et Vital Kamerhe en aura 12. Alors est-ce qu'il va survivre politiquement? Vous l'avez déjà évoqué. Est-ce que son parti UNC, qui venait d'ailleurs d'être restructuré, saura tenir avec un leader incarcéré? Ça sera toujours difficile de le dire avec beaucoup d'exactitude qu'il va survivre ou pas. Mais je voudrais tout de suite rappeler quand même le parcours de l'homme, le parcours de Vital Kamerhe. Là, je rentre au niveau de ce qu'il a fait, sa biographie. Vous savez, Kamerhe, lorsqu'il a quitté le président Kabila, je me rappelle, pour aller à l'opposition, on l'avait enterré politiquement par les robots communicants. Quand on il a dit, quitté voilà, l'Assemblée nationale comme c'était président. fini pour Kamerhe, il ne va pas se faire un leadership. On ne voit pas Kamerhe survivre aux côtés de Tshisekedi, de Martin Fayulu et des autres opposants. Les faits nous ont prouvé le contraire. Kamerhe était candidat président en 2011 et il était le 3e sur la liste par rapport à l'ordre d'arrivée. Ça, c'est un fait, c'est-à-dire un rebondissement. Après cela, nous avons constaté, vers la fin du mandat du président de la République, je crois en 2016, il y a eu beaucoup de divergences autour des dialogues parce qu'on savait que le Congo, encore les dirigeants de l'époque, étaient dans les capacités d'organiser les élections en bonne date. Et que, en dépit du fait qu'il y avait un arrêt de la Cour qui donnait la possibilité à Joseph Kabila de continuer jusqu'à l'installation d'un nouveau président, mais il avait besoin de la légitimité populaire basée sur l'accompagnement des acteurs politiques, tant de l'opposition et de la société civile. C'est à ce point que les opposants de l'époque s'apprêtaient à aller au dialogue de Edem Kodjo, qui était venu justement pour faciliter la médiation. Vital Kamerhe est parti à contre-courant d'Etienne Tshisekedi, Wamulumba et des restes des opposants. On l'avait encore enterré une fois, on a dit pour Kamerhe, c'est fini. Kamerhe, il a regagné le toit paternel. Pour lui, c'est fini. Après un moment, le dialogue de Kodjo a produit les fruits que nous connaissons. Kamerhe a encore fait un autre rebondissement au niveau du dialogue de la Senko. Après cela, et puis voilà, ils sont allés à Genève. Encore une fois, les accords n'ont pas été tenus. Ils se sont séparés avec les Martin Fayulu et les restes. On a dit Kamerhe c'est encore enterré. C'est parti, il n'y aura plus de Kamerhe dans ces pays. Il a fait un rebondissement avec Tshisekedi. Il a fait il a fait entre guillemets de Tshisekedi président de la République. On l'a même appelé le faiseur de roi. Et voilà aujourd'hui, finalement, autant de rebondissements. C'est champion en rebondissement Voilà. et maintenant emprisonné. Voilà ce qui me Quel pousse, rebondissement encore? Voilà ce qui me pousse à être réservé sur les sorts ou l'avenir politique de Vital Kamerhe, parce que c'est un homme complexe, un homme multidimensionnel. Et lorsque nous connaissons les réalités du Congo, j'en ai évoqué ici par rapport à toutes les tractations, les dialogues, tout ça, c'était dans l'île des terres, comme l'a dit le co-débatteur Louis-France Kousikissa. L'enterrer maintenant serait très, très précipité de ma part, mais je sais qu'il pourrait toujours rebondir, pas pour être celui qu'il a été avant, mais au moins, il peut rebondir pour devenir un autre homme qui n'a jamais été Merci, avant. Patrick. Et avec la politique congolaise, tout est possible. Voilà, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer cette émission. Alors, Louis-France, est-ce que le régime Tshisekedi aura encore besoin de Vital Kamerhe? Est-ce que Vital Kamerhe est encore nécessaire, son utilité politique pour le régime? Parce que vous l'avez rappelé, c'est quand même un ancien directeur de cabinet, c'est un allié de taille de l'actuel président. Alors finalement, est-ce qu'on a encore besoin de lui ou finalement c'est les jus Bon, et les citrons? déjà avoir ces régimes, ça c'est mon point de vue. Hein. Si moi j'étais Kamerhe, moi Louis-France Kousikessa, je ne pouvais pas y aller. Connaissons, parce que nous connaissons chaque acteur politique, nous connaissons chaque famille politique dans ces pays. Mais vous avez posé la question sur l'INC. C'est très important qu'on le dise. Son parti politique. Mais je trouve une certaine... je vois
une malignité dans le chef de l'INC. Je vois une sorte... je ne sais pas si c'est fait à dessein. Moi, Louis France, ministre pour les comptes de l'UNC, mon président du parti arrêté, mais je continue à être allié tout en voyant tous les acharnements autour de mon leader. Je ne peux pas. Ils doivent se désolidariser du gouvernement. Ce que je trouve incohérent dans tout ça, c'est quoi? L'INC est à l'aise. L'INC est au gouvernement. L'INC est dans les institutions. Mais l'INC fait des marches. Mais attends. C'est une sorte... Moi, je ne sais pas la famille politique congolaise combien... Elle n'est pas constituée des hommes intègres. Des hommes loyaux. Des hommes fidèles. Moi, Louis France, j'estime, je me mets tout le temps à la place des militants qui servent le leader avec loyauté. J'essaie un peu d'imaginer la douleur qu'un bon militant de l'INC peut ressentir à l'issue du verdict d'hier. Je me mets à sa place. Mais Vital Kamerhe lui-même, parce que nous savons les contextes politiques aujourd'hui, d'arrestation de Kamerhe est un contexte purement politique. Aller dans le sens de chuter, oui. Il continue à être allié au président de la République tout en restant en prison 13 ans. Je ne sais pas. Est-ce que l'UNC continue à être allié de l'IDPS tout en ayant un leader incarcéré 13 ans? Je ne sais pas. Ou peut-être il plaide la grâce du président de la République. C'est là où je crois que l'UNC reconnaît sa culpabilité. C'est comme si l'UNC sait qu'elle est coupable, je parle de l'INC, comme si elle était coupable, elle se sentait déjà victime, et pour essayer de coopérer avec le président public, pour que demain, par magie juridique, on ait une mesure de grâce, il faut rester dans l'alliance. Parce que s'il se sentait vraiment innocent, il quitterait cette alliance, il déciderait de rompre l'alliance, et il continuerait à s'assumer comme parti. Mais dans l'entretemps, ils jouissent de leur propre turpitude, ils se réjouissent de leur propre turpitude, ils sont avec le président, ils acclament l'alliance, ils envoient les membres du gouvernement, mais ils font des marches, ils disent que le président et l'IDPS s'acharnent contre leur leader. Cette incohérence-là fait de l'UNC un parti faible, alors qu'on sait que l'INC est parmi les partis qui doivent s'imposer sur le plan national et un parti respectable. Louis France, acteur politique, merci. Merci beaucoup. Merci également à Patrick Lokala, journaliste. Merci beaucoup. Et voilà, vous étiez très nombreux. Les débats continuent dans vos salons et le programme continue sur CML 13 Télévision. On vous fixe rendez-vous pour un prochain numéro. Merci. Au revoir.